RCF. Notre invité ce soir est agriculteur, plus précisément éleveur de bovins à Chanzeaux. Il a décidé, avec plusieurs de ses collègues, de créer un mouvement, le Mouvement national des éleveurs de nos régions. Un mouvement tout récent, associatif, mais à visée syndicaliste. Autrement dit, le paysage syndical agricole s'agrandit dans quelques jours quand il aura déposé les statuts de cette nouvelle association. Philippe Grégoire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ce fameux éleveur de bovins de Chanzeaux. Vous allez présider dans quelques jours cette nouvelle association. Nous allons comprendre pendant cette émission quelles sont vos motivations à créer ce nouveau syndicat, sur quels constats et quelles sont les propositions que vous apportez et que vous voulez faire entendre dans ce paysage, un paysage marqué par beaucoup de difficultés financières des exploitations, mais aussi une condition d'aide de la part de l'Europe à travers la nouvelle PAC qui évolue. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Philippe Grégoire, donc je le disais, vous êtes éleveur sur le Maine-et-Loire, mais vous allez dans quelques jours prendre des fonctions nationales, on peut le dire ainsi, même si votre structure ne sera que très récente et commencera avec un petit nombre. Justement, avant de rentrer dans le fond, aujourd'hui, ce mouvement des éleveurs de nos régions, il rassemble combien de personnes pour comprendre un petit peu de ce dont nous parlons ? Là, on est vraiment au début, donc il y a plusieurs noyaux dans environ une dizaine de départements. Donner un nombre précis, c'est très très difficile parce que c'est des gens qui ont décidé d'aller au combat pour le sauvetage un peu de l'élevage en France. Mais après, donner un nombre, les gens, suivant leur département, seront plus ou moins suivis suivant le message qu'on va passer et de la façon dont on sera entendu. Mais je pense que les gens seront réceptifs à quelque chose qu'on peut appeler un syndicat d'éleveurs, même si c'est une association. Mouvement national éleveurs de nos régions est bien une association, loi 1901. Mais ce qu'on a voulu réaliser tous ensemble en groupe, c'est ne pas rester que sur le biais d'une association qui, association, comme vous le savez, dans le paysage agricole, n'est pas reconnue. Les associations ne sont pas reconnues. Donc, pour accéder directement au ministère de l'Agriculture rapidement, avant l'été, avec des propositions concrètes qu'on va établir notre bureau avec un CA élargi, bien entendu, avec nos producteurs des productions respectives, lait, viande, chèvre, etc. On a souhaité d'emblée faire un partenariat, qui est réalisé, avec la Confédération nationale des syndicats d'exploitants familiaux, qui s'appelait le MODEF, qui est né en 1959, le deuxième syndicat français créé après la FNSEA. Alors, on va y revenir à ce partenariat, à ces idées que vous voulez faire entendre. Mais avant, revenons sur cette question de qui vous êtes, qui avez-vous réussi à réunir autour de vous. Ce sont des éleveurs principalement de la région, justement, Pays de la Loire, ou ça va plus largement. Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? On est des producteurs. Alors, au départ, il y a un gros noyau producteur de lait, producteur de viande bovine, principalement, des charolais, en limousine, en rouge des prés, des gens comme ça. Après, il y aura un noyau probablement qui va venir se greffer en chèvre. Sur le mouton, pour l'instant, j'ai personne sur le mouton. J'avais plusieurs contacts, mais c'est bien un syndicat d'éleveurs qui va faire toutes les espèces qu'on veut créer, spécial élevage. Qui sommes-nous ? Après, c'est des gens, dans les départements, c'est des gens qui voient que, si vous voulez, il y avait 2 300 000 exploitations agricoles en 1955. En 2003, il y en avait 590 000. Donc, on a été divisé par 4 en moins de 50 ans, les exploitations agricoles toutes confondues. Donc, en élevage, si on veut être plus précis, le dernier en recensement 2010, il y avait 50 400 éleveurs laitiers, 61 700 éleveurs de viande, les mixtes 10 800 et autres herbivores 25 900. Sans oublier les ovins, les caprins,
30 800 éleveurs, c'est pas rien, plus tous les hors-sols, les productions porcines et tout ça. Donc l'élevage en général, c'est un très gros morceau, c'est une très grosse économie qui demande beaucoup de main-d'œuvre, qui crée énormément d'emplois. C'est l'agroalimentaire, c'est tout le business du matériel et tout ça. C'est un secteur énorme. Aujourd'hui, vous avez décidé de passer le pas à travers cette création. Qu'est-ce qui a été la goutte d'eau pour vous de dire on veut se faire entendre? Ça a duré trop longtemps. Si vous voulez, ce qui est pour moi l'élément déclencheur, il y en a plusieurs. Il y a la PAC, la nouvelle PAC actuelle, qui devait redonner plus d'aide aux éleveurs, c'était la convergence des aides. Le grand syndicat auquel j'appartenais, qui est la FNSEA, a refusé la convergence des aides. Donc, qu'est-ce qu'on entend par convergence des aides pour les auditeurs qui ne seraient pas du monde agricole et pas forcément enclins à comprendre forcément tous ces termes? Alors la convergence des aides, si vous voulez, c'est qu'on part de la PAC de 92, qui était déjà pas juste, faut le dire, parce que la PAC de 92, elle a créé des situations historiques qui relevaient la moyenne départementale. C'était les moyennes départementales produites en quintaux par département qui donnaient des références. Donc, plus les régions étaient à fort potentiel en céréales, plus il avait une moyenne historique départementale élevée, donc plus il touchait de primes. Déjà, il y avait un déséquilibre dès le départ. Mais là, Stéphane Le Foll, et je pense qu'il a fait le maximum, personnellement, je pense qu'il a essayé d'infléchir les choses, mais il s'est heurté aux grands syndicats. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la convergence des aides? Si vous ramenez les aides, les DPU, qui va s'appeler paiement de base demain, si vous les étalez sur tout le territoire national et que vous faites la moyenne, on devrait tous être à 268 euros. Tout le monde est à 268 euros de l'hectare. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont 100 euros, voire moins même, et d'autres qui ont 400. Donc la convergence des aides, c'était quoi? C'était, alors peut-être pas d'une façon brutale et arbitraire, mais c'était de ramener rapidement, mettre les gens à 268 euros et toute l'enveloppe financière au-dessus de 268 euros, ramener ces aides-là à l'élevage. Alors il y a plein de solutions d'y ramener, sous forme d'aide couplée, c'est la prime à vache allaitante, c'est la prime à la brebis, c'est la prime à la vache laitière. Sauf que le problème qui s'est passé, c'est que les grands syndicats auxquels j'ai appartenu, moi, auxquels j'ai cru longtemps, très très longtemps, parce que personnellement, il y a des gens qui ont fait du travail dans le syndicalisme et fait ça, et il y a encore des gens qui travaillent très bien d'ailleurs dans les départements. Simplement, la tête, la direction nationale de ce syndicat-là est tenue par des céréaliers. Et donc, ils ont refusé la convergence des aides, donc eux, ils veulent garder, c'est normal, moi je serais céréalier, je serais comme eux, ils veulent garder les privilèges qu'ils ont de primes à l'hectare, donc ils refusent la convergence des aides. Ça veut dire que nous, éleveurs, on est dans une fourchette, si on prend les gens qui font du mouton et les allaitants et le lait, on est dans une fourchette, vous pouvez regarder les chiffres, entre 15 et 23 000 euros de revenus par an, c'est une réalité, avec 365 jours de travail. Et d'un autre côté, les gens qui refusent la convergence des aides, ces fameuses aides à l'hectare, eux, ils sont à 68 000 euros de revenus moyens. Donc moi, j'ai rien, absolument rien contre les céréaliers. C'est normal qu'ils gagnent de leur vie et il faut qu'ils gagnent leur vie. Parce qu'ils font tourner l'économie, ils investissent dans le matériel et tout. Simplement là, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit quand même d'une solidarité syndicale. Donc aujourd'hui, concrètement, est-ce que les aides, on les redistribue aux filières en difficulté, ou est-ce qu'on laisse une rampe de situation à des gens qui, ma foi, c'est vrai, gagnent leur vie. C'est bien qu'ils gagnent leur vie, mais il serait souhaitable que ceux qui gagnent moins, on les retire vers le haut, quoi. Alors, Philippe Grégoire, vous êtes le futur président du mouvement national des éleveurs de nos régions, un nouveau syndicat agricole qui verra ses statuts déposés le 7 mai prochain. Pour bien comprendre les difficultés que vous soulignez, au-delà de la PAC, au quotidien, en quoi vous dites aujourd'hui les éleveurs ne sont pas écoutés, sachant que quand on pense éleveur, on pense
entre autres, à des mouvements et des syndicats comme l'APLI, l'association des producteurs de lait indépendants. Alors, le monde des éleveurs n'est pas écouté parce que je pense que, si vous voulez, dans la profession agricole dans son ensemble, vous avez au sein du monde agricole, par exemple, une fédération viticole qui est puissante, notamment les gens qui sont dans les Bordelais. Nous, chez moi, on est dans le coteau du Léon. Je vous parle des viticulteurs en vente directe. Ce sont des gens qui ont su s'organiser. C'est une fédération puissante. D'autres branches, les Arbaux et autres, ils gèrent, c'est géré. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont entendus quand ils vont au ministère. Mais nous, les éleveurs, on n'est pas considéré. L'éleveur au niveau agricole n'est pas considéré. Alors, pourquoi on a un handicap, certes, mais ça, c'est le métier qui veut ça, parce que je pense que le métier d'éleveur, c'est un beau métier. Je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. On vit au rythme de la nature, on vit au rythme des saisons. Et je veux dire, je crois qu'il ne faut pas noircir le tableau. C'est un très, très, très beau métier, hein, le métier d'éleveur. Moi, je le revendique. Par contre, c'est un problème de valorisation qu'on a de notre profession. Parce qu'on n'est pas reconnu. Et le phénomène qu'il y a de nouveau, qui explique un peu le lancement de notre mouvement, c'est qu'on s'est aperçu au fil du temps, au fil des années, avec des collègues vendéens et autres, c'est que ce qui a changé, et qui change à une vitesse phénoménale, c'est le rapport de force entre nous, les éleveurs, la grande distribution et les industriels. C'est le combat contre les prix et la rémunération des grandes surfaces auprès des producteurs qu'on a vu depuis maintenant presque 2 ans. Or, vous dites, les syndicats déjà existants, hormis peut-être le syndicat auquel vous avez lié un partenariat, la Confédération nationale des exploitants familiaux, ces syndicats-là, aujourd'hui, ne sont plus représentatifs des éleveurs. Au niveau de l'élevage, non. Si vous voulez, au niveau de l'élevage... En quoi, au-delà du fait que, selon vos dires, les céréaliers ont pris le dessus, en dehors de cet aspect-là, en quoi il n'est plus à vos yeux représentatif ? Il est plus représentatif, vous pouvez le voir de toute façon par la situation de l'élevage actuel, dans la mesure où on l'a vu à travers la crise du lait, mais on le voit dans la viande en jaune bovin. Il y a de moins en moins de gens. Aujourd'hui, l'engraissement va partir de la France si ça continue. Avec l'augmentation qu'il y a eu des coûts de production, notamment des aliments, aujourd'hui, il y a une non-reconnaissance de l'élevage dans sa globalité. Si réellement, si vous voulez, dans les branches FNB, FNPL, il y avait réellement des gens qui Fédération nationale bien sûr, bovine, voilà, et Fédération nationale laitière, si vous aviez réellement des gens agriculteurs, j'insiste bien là-dessus, à titre principal, et non pas des gens qui ont fait carrière comme font carrière les politiques. Si vous aviez des gens qui vivaient vraiment de leur exploitation... Pourtant, ce sont des éleveurs qui sont à la tête de ces... C'est que le problème, c'est qu'après, les gens en font leur métier. Et quand vous en faites votre métier, que vous partez 5 jours la semaine, et que vous en faites votre métier, vous tombez dans le piège qu'après, l'intérêt, c'est de tenir la boutique syndicale. Mais c'est plus de défendre l'intérêt des éleveurs. Parce qu'après, ce qui intéresse les gens, c'est de faire carrière et d'être réélu. Pour vous, la représentativité ne passe plus par cette forme de syndicalisme. Pour vous, il faut que ce soit un syndicalisme plus direct et moins dans la durée au niveau des mandats. Tout à fait. Bon, déjà, les mandats, il y a le problème du cumul des mandats qui est bien connu. Parce que, ces gens-là, si vous voulez, c'est d'ailleurs dans le milieu agricole qu'il y a le plus de cumul de mandats dans les responsabilités agricoles. Si vous voulez, à partir du moment où les gens ils sont partis dans cette voie-là, ils vont jusqu'à 65-70 ans. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils cumulent les mandats, parce que si vous avez qu'un mandat, c'est vrai que vous n'allez pas payer un salarié ou 2 salariés sur votre exploitation pour vous remplacer. Donc après, on rentre dans un engrenage où les gens, ils ne représentent plus l'élevage, puisque eux ne pratiquent plus l'élevage. Eux ne traitent plus les vaches, ils se lèvent pas la nuit pour véler les vaches, ils sont pas là, ils sont dans les hôtels parisiens. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui, par exemple, le premier syndicat français, qui est représenté par le patron de Sophie Protéol,
il est clair que c'est quelqu'un de très compétent, je ne remets pas en cause sa compétence, mais ce personnage-là n'a rien à faire de l'éleveur de moutons qui se lève la nuit pour les aignélages ou de l'éleveur de bovins qui se lève à 3 heures du matin pour véler les charolaises. Il y a bien longtemps qu'il s'est éloigné de ce milieu-là. Je veux dire, si vous voulez représenter l'élevage, ça, il n'y a rien à faire, il faut être éleveur. Si vous êtes plus éleveur, que vous êtes 5 jours par semaine en réunion, c'est fini, c'est décroché. Après, vous prenez le profil d'un homme politique, d'un député-maire, d'un conseil général, qui a un objectif, c'est d'être réélu. Donc il s'entoure dans son bureau, c'est le cas de petits copains, pour rester au pouvoir. Alors ça, cette opinion, on l'a bien compris, votre position, on l'a bien compris. Moi, ce que j'aimerais comprendre, avant tout, Philippe Grégoire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez défendre, faire entendre, et précisément face à quelles difficultés du quotidien vous dites on n'est pas entendu et on voudrait faire entendre telle vision de l'élevage et tel soutien de l'élevage. Alors, si vous voulez, ce qui me paraît important, et c'est pour ça qu'on fait un truc spécial élevage, parce que vous ne pouvez pas comparer, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est la limite du système, les grandes structures syndicales que sont la FNSEA ou autres, ou la coordination rurale, c'est que si vous voulez, celui qui est à la tête en haut, même qu'il est de bonne foi, si vous voulez, il y a un moment où vous arrivez à la limite du système. Parce que quelqu'un qui est en haut de la pyramide, là en l'occurrence c'est des céréaliers, mais vous ne pouvez pas représenter toutes les branches de l'agriculture, c'est pas possible. Un éleveur au quotidien, il n'a pas les problèmes d'un maraîcher, d'un viticulteur ou d'un arboriculteur, ou d'un horticulteur, qui ont de multiples problèmes, différents des nôtres. Et nous, le métier de l'élevage, c'est particulier. Mais les représentants dans ces grands syndicats sont par commission, sont représentés par métier. Quand ils y vont, c'est pas un céréalier qui va aller parler au nom des éleveurs. Oui. Alors, sur les grandes décisions stratégiques qui sont prises au ministère, c'est justement dans le grand syndicat, c'est les céréaliers qui ont le dernier mot. Et si vous voulez, attention, il y a une chose très importante aussi qu'il faut bien préciser, qui n'est jamais précisée par personne. Dans les chiffres qui sont communiqués sur le revenu des éleveurs de viande, de lait ou autres, dans les grandes structures syndicales auxquelles je faisais allusion, c'est pas le cas à la Confédération des exploitants familiaux, ce n'est pas le cas à la Confédération paysanne non plus. On ne peut pas leur reprocher ça. Le souci qu'il y a, c'est que souvent, leurs représentants, je le sais parce qu'on les rencontre à Paris, sont des gens qui viennent avec une casquette d'éleveur. Ce sont effectivement des éleveurs, souvent des éleveurs membres de grands GAEC, souvent, mais ce sont pas très souvent des éleveurs qui ont 80, 100, 200, 300, 400 hectares de culture à côté. Donc moi je regrette, nous, ce qu'on met en avant, c'est l'élevage, mais uniquement l'élevage. Moi, je ne me serais pas présenté pour mener ce mouvement-là si j'avais 100 hectares de culture de vente à côté. Qu'est-ce que ça change à vos yeux ? Ça change toute la stratégie. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi ? C'est que quand vous avez des crises en viande, je les ai connues. J'ai fait du taurillon. Les crises en lait, on les a connues. Les crises en mouton, on les a connues. J'ai un beau-frère qui était producteur de moutons. Quand vous avez des crises, si vous avez 100 hectares de culture à côté, vous avez qu'à d'interroger les grands GAEC qui ont des cultures, ils ont tous généralement de la culture dans les grands GAEC. S'ils sont honnêtes, ils l'admettront. Quand vous passez dans des crises, à dure souvent 1 an, 2 ans, quand vous avez 100 hectares ou 200 hectares de culture de vente à côté, ça équilibre le BE, ça permet de passer le cap. Mais justement, c'est pas une solution ? Mais celui qui est éleveur pur, lui, la crise, il la prend de plein fouet. Parce qu'un des paramètres qu'il faut avoir en tête, si je vous comprends bien, Philippe Grégoire, c'est que quand on est en mono-activité d'élevage, d'affronter une crise sans avoir de ressources à côté limite les capacités à se réformer, à aussi répondre aux besoins et aux obligations de mettre aux normes vos exploitations. Tout à fait, oui. Bien sûr qu'à partir du moment que vous êtes monoproduction et que vous avez que l'élevage pour tirer un revenu de votre exploitation, les mises aux normes ont été pour moi une erreur acceptée par les organisations professionnelles agricoles lorsqu'elles sont arrivées.
pour une raison toute simple, que je vous expliquais. Moi, je suis pour la mise aux normes, parce qu'il n'est pas normal de polluer les rivières et les ruisseaux, ça j'en conviens. Simplement, il aurait été assez subtil que la profession agricole s'aligne sur les autres corps d'activité qui ont subi les mises aux normes. Je pense notamment à la Fédération des transports. Je connais des gens qui travaillent dans le transport. Je pense notamment au métier du bâtiment, puisque le métier des bâtiments, les mises aux normes en bâtiment, les normes de sécurité pour les salariés, les poses de filets et tout ça ne sont plus les mêmes que dans les années 80, on est bien d'accord. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répercuté les contraintes de mise aux normes qu'on leur a imposées, les contraintes de sécurité, dans leur prix. C'est-à-dire dans le devis, lorsque vous faites un bâtiment aujourd'hui, la pose du filet, elle est dedans. Et nous, profession agricole, on a accepté des mises aux normes en élevage sans aucune contrepartie sur le prix de la viande, du lait, du mouton et de la chèvre. On a accepté des choses sans savoir si les éleveurs auraient les moyens financiers de supporter ces mises aux normes coûteuses. Parce que par rapport à d'autres filières, les mises aux normes en élevage, c'est quand même pas rien. On peut pas dire que c'est rien. Alors il y en a après. Ça représente combien, par exemple, sur votre exploitation ici à Chanzeau? Sur quelle surface déjà travaillez-vous et ces mises aux normes, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires? Alors moi, la mise aux normes, j'avais été au minimum pour pas engendrer des coûts. Mais bon, tout dépend de la taille des exploitations. Mais chez vous, ici, sur votre exploitation, l'exploitation Grégoire Solem. Donc l'exploitation, moi, si je compte le global, avec le départ, je dois être à un petit peu plus de 60 000 euros. Et j'ai tout fait au minimum. J'ai pas refait de bâtiment neuf. Par rapport à un chiffre d'affaires qui est moyen de... Si vous voulez, je produis environ entre 700 et 750 000 litres de lait. Donc vous faites le calcul sur le prix du litre de lait. On a été payé 350 euros de moyenne l'année dernière. On va être 365 cette année, de prix de base. Donc il faut rajouter après les taux. Donc j'ai pas fait le calcul. Mais la mise aux normes, si vous voulez, ça a quand même été une contrainte qu'on est venu imposer aux éleveurs sans contrepartie. Moi j'ai beaucoup de collègues, de voisins, qui ont arrêté suite à la mise aux normes. C'est-à-dire que il y en a que ça n'a pas passé financièrement, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. J'ai 2 de mes voisins, par exemple, qui ont arrêté leur exploitation avant de faire la mise aux normes. C'est-à-dire qu'ils ont été à la banque, et donc, quand ils ont fait l'étude, ils ont dit, attendez, il y avait beaucoup de travaux à faire, quoi. Il fallait refaire une structure neuve, un bâtiment neuf. Et par rapport au volume de lait que l'exploitant avait à l'époque, ça passait pas financièrement, et il y a des gens qui n'ont pas réalisé leur mise aux normes. Donc ça, pour moi, ça a quand même été une erreur de la profession. Alors certes, il y a eu des subventions pour les bâtiments, ça j'en conviens, mais ça, c'était pas la réponse. La réponse, ce qui compte, c'est le prix des denrées agricoles. Le prix des denrées agricoles, quand vous regardez le prix des vaches de réforme, quand vous regardez le prix de la viande, le prix du litre de lait, vous retrouvez les mêmes prix dans les années 80. Ça veut dire qu'en gros, en 30 ans, on n'a pas bougé. Donc, avoir une profession qui bouge pas dans les prix en 30 ans, alors ça a été caché très très longtemps. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a une crise en élevage, mais ça a été masqué très longtemps par les gains de productivité. Parce que mon grand-père avait 5 vaches, mon père en avait 30, moi j'en ai 80. Donc on a eu des gains de productivité, ce qui est normal, on ne pouvait pas rester avec des tout petites exploitations, ça c'est normal. Donc on s'est modernisé, on a eu du matériel de traite performant, on a eu tout ça. Donc on a masqué le gel de l'augmentation des prix agricoles par les gains de productivité. Mais là, on arrive au bout. On arrive au bout d'un système où il n'y a plus de main-d'œuvre dans les exploitations. Parce que moi, quand je me suis installé, il y avait le coup de main des parents, il y avait le fils, mon frère qui rentrait de l'école le soir, tout le monde mettait la main à la poche pour aider à l'exploitation. Aujourd'hui, c'est fini ça, parce que les enfants, ils vont à l'école jusqu'à 25-28 ans, et c'est normal. Les parents, quand ils arrivent à la retraite, des fois, ils ont bien envie de se prendre une bonne retraite, puis physiquement, ils fatiguent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où je voudrais mettre le doigt, pourquoi on se réveille, mouvement éleveur de nos régions. C'est que moi, j'ai des voisins, je suis bien placé pour en parler, on est dans une zone viticole. Qu'est-ce qu'ont fait mes copains d'école qui sont installés en viticulture? Ils ont fait comme moi, ils ont pris la suite de leurs parents, puis quand les parents sont arrivés à la retraite, les parents, ils les ont remplacés par 1 salarié, 2 salariés, 3 salariés, suivant la taille du vignoble. On est d'accord?
Lui, le patron, mon copain, il reste gérant. Souvent, la femme fait la comptabilité, ils font les livraisons, ils se débrouillent. Pas de souci. En arboriculture, pareil. En horticulture, pareil. Nous, en élevage, les parents arrivent à la retraite, soit ils continuent de travailler gratuitement pour aider le fils, mais le fils, lui, il peut pas se payer 1 ou 2 salariés. Financièrement, ça passe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a bien un problème de répartition de la valeur ajoutée. D'où ce combat qui existe depuis 2 ans avec la grande distribution, avec les coopératives, pour que le producteur et l'éleveur soient rémunérés de façon juste. Tout à fait. De toute façon, le bout de la conversation, c'est un problème de reconnaissance, de valorisation dans la filière. Parce que si vous voulez, souvent des gens disent oui, c'est vrai qu'éleveur c'est compliqué, il faut travailler tous les jours, le jour de Noël, le jour de... Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut être là tous les jours. Mais je pense pas que ça soit ça le problème de l'élevage. Pour moi, l'élevage c'est très intéressant, c'est une richesse, vivre avec les animaux et tout. Il y a des gens qui aiment l'élevage. Le problème c'est la valorisation des produits et la reconnaissance. Parce que ce qui s'est passé, et c'est ça qui nous incite aussi à démarrer notre mouvement, c'est qu'il n'y a plus que 5-6 centrales d'achat, grande distribution. Il y a moins de 10 industriels qui ont la main mise sur l'achat du lait et de la viande en France. C'est-à-dire que ces gens-là se sont regroupés et on est en situation de monopole, ce qui fait que nous, les éleveurs, je le dis souvent, il y aurait 20 vaches à vendre sur le marché de Cholet, c'est pas pour ça qu'elles seraient chères. Parce qu'on est arrivé dans un système de quasi-monopole. Et moi, pour terminer, je pense, comme l'a dit à juste titre plusieurs fois François Bayrou notamment, ou des gens comme Max Gallo, des gens que j'apprécie, que j'écoute souvent, ou Jean-Louis Bourlange, le monde agricole, le monde de l'élevage n'est pas reconnu à la hauteur dont il devrait être reconnu. Pour une raison simple, c'est qu'on parle souvent de prix. Mais derrière un prix, il faudrait mettre autre chose. Derrière un prix, c'est des familles, c'est des éleveurs. Vous voyez la courbe de descente des éleveurs du monde de l'élevage ces 10-15 dernières années. Ça veut dire des destructions d'emplois, parce que ces gens-là ont quitté leur exploitation, ou ont fait faillite. Malheureusement, il y a le suicide en élevage, qui n'est pas rien. Donc, le problème, il est beaucoup plus large que ça, parce que le monde de l'élevage, c'est également l'entretien des territoires. Et toute la dimension agricole que représente l'élevage à travers les territoires, à travers la valorisation, la richesse que développent les élevages laitiers, viande, bovins, ovins, caprins sur le territoire, c'est des emplois, c'est l'agroalimentaire. Et ça, dans la filière, malheureusement, quand certains politiques parlent de filière, pour eux, la filière, elle démarre à l'industriel. Mais non, la filière, elle démarre chez le producteur. Parce que sans le premier maillon, il n'y a pas d'industrie agroalimentaire. Et ce premier maillon-là, si on tire trop dessus, il va disparaître. Parce que qu'on le veuille ou non, vous ne verrez pas demain des jeunes s'installer sans rémunération décente. Et vous ne verrez pas des jeunes non plus travailler 7 jours sur 7 avec des troupeaux de 500 vaches. Non, c'est pas vrai. Si derrière, il n'y a pas une rémunération, les jeunes, ils ont des compétences. Un éleveur, ça a de multiples compétences. On est en même temps vétérinaire, on est mécano, on sait faire plusieurs métiers. Avec les compétences qu'on a, les jeunes, ils iront faire d'autres métiers. Mais ils resteront pas avec des rémunérations de 15 à 20 000 euros. C'est pas vrai. Philippe Grégoire, pour conclure, j'aimerais rester sur une note positive que vous aviez soulevée en début d'émission en disant « Mon but n'est pas de dire que le métier d'éleveur est un métier qu'il faut fuir, au contraire, c'est un très beau métier. » Vous disiez aussi l'avantage de l'élevage et de l'agriculture, c'est de valoriser le territoire. Justement, est-ce que pour vous, la valorisation de ce métier et de ce territoire français passe forcément par le maintien d'exploitations de taille moyenne ou de petite exploitation? Oui, je pense que, alors tout dépend ce qu'on entend par petite exploitation ou taille moyenne, mais si vous prenez par exemple en lait, on sait aujourd'hui que pour que les élevages soient à peu près bien tenus,
En conventionnel, je parle, parce que l'agriculture biologique est différente. On trouve beaucoup de gens qui vivent les meilleurs résultats techniques qu'on trouve, on les retrouve entre 200 et 300 000 par UTH, par unité de travailleurs, quoi. Donc on retrouve beaucoup d'exploitations à 400 000 à 2 ou à 700-800 000 à 3, ou voilà. Une fourchette de 200-250 000, c'est un ratio. Bon, comme en bovin viande, il y a une limite, parce qu'après, le problème en élevage, si vous montez trop par UTH, vous détériorez les résultats. Et ça, c'est connu. Mais ce que je voulais vous dire, l'importance du métier de l'élevage, c'est que, et c'est vrai pas que dans les zones de montagne, dans les zones de plaine aussi, si vous avez plus d'élevage, la France, c'est un pays de tourisme, comme vous le savez, c'est une manne financière très importante pour l'État français, le tourisme, les vacances, voilà, on le sait, on en entend parler chaque été. C'est pas possible si demain il n'y a pas l'entretien des territoires. Et l'entretien des territoires, ça va pas passer par des fermes de 2000 vaches avec un industriel qui va monter un méthaniseur. Parce que lui, l'industriel qui va venir monter un méthaniseur avec la ferme de 1000 ou 2000 vaches, lui, il va venir pour le business. Mais les prés en bordure de rivière, les parcelles accidentées et tout ça, lui, ça fera pas de business. Il va pas les entretenir, ceux-là. Donc à terme, ça sera les cantonniers qui les entretiendront. Donc restons réalistes, gardons des gens sur les territoires, restons avec des exploitations à taille humaine, et nous serons créateurs d'emplois. Mais moi, je termine sur une note positive. C'est un métier qui a de l'avenir. Moi, je pense qu'on va s'en sortir, parce que pour revenir à la chose essentielle, il y a 2 grands piliers, la PAC qu'il va falloir redistribuer vers l'élevage le plus rapidement possible, et réussir à imposer une inflexion du rapport de force entre nous, les industriels et la grande distribution, et je compte là-dessus, je vais vous dire sur qui, sur le législateur. Tout passera par le législateur, par des hommes politiques courageux, qu'ils soient de gauche ou de droite. Moi, j'ai rien contre la gauche, rien contre la droite. Je pense qu'il y a des bons dans les 2 camps. En tout cas, le message, s'il n'est pas encore arrivé au niveau des législateurs, est bien passé sur notre antenne à RCF Anjou. Merci beaucoup Philippe Grégoire de nous avoir reçus ici sur votre exploitation de Chanzeaux. Je le rappelle, vous êtes éleveur de bovins en Maine-et-Loire, mais surtout bientôt, dans quelques jours, à partir du 7 mai, le président du mouvement national des éleveurs de nos régions. Merci encore et bonne soirée. Merci.